On va essayer de vous donner quelques éléments sur l'essai clinique Discovery. On va faire une présentation en deux avec Florence Adair, qui est en fait la professeure de maladies infectieuses qui est en charge du recrutement des patients et qui finalement est vraiment les mains dans le cambouis par rapport à la réalisation de ce travail. Donc, on va essayer de répondre à deux à l'ensemble des questions qui ont été remontées pour essayer de vous donner le panorama complet de ce qui va se passer et de nos espoirs dans cet essai. Donc, je vais peut-être laisser Florence commencer à répondre aux éléments de questions qui nous sont remontés. Par contre, il faut que tu mettes ton micro, Florence. Ok. Je crois que tout le monde m'entend là. Ok, merci. Merci de votre présence aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Florence Adair. Je suis professeure de maladies infectieuses dans le service du professeur Chidiac à l'hôpital de la Croix-Rousse au CHU de Lyon. Donc on est là pour vous donner quelques précisions effectivement sur cet essai Discovery qui est notamment par exemple l'historique puisque c'est une question qui revient assez fréquemment. L'historique de Discovery, c'est l'OMS qui en janvier a formater un modèle de protocole de façon à ce que certains pays puissent se l'approprier en connaissant l'urgence et qu'il fallait mettre un certain nombre de protocoles sur pied. Et donc, sous l'impulsion du professeur Yazdan Pana à Bichat et de France Montré, qui travaille aussi à Bichat, un certain nombre d'entre nous nous sommes mobilisés avec l'appui de l'INSERM, le soutien de la DGOS, de la NRS et de la NSM, bien sûr, pour monter un protocole randomisé dans un temps absolument record, de façon à ce que la France puisse montrer sa proactivité par rapport à l'épidémie en cours, en sachant effectivement qu'elle progresse encore et que tout l'intérêt, c'est qu'on puisse mener cet essai en temps réel. Alors, la question qui revient aussi, c'est depuis quand travaillez-vous dessus? Donc là, on revient sur la notion de temps record. L'équipe en place actuellement qui a monté ce protocole, il travaille jour et nuit depuis techniquement le début du mois de mars, pour être précis, le 1er mars. Et donc, c'est un exploit absolu d'avoir réussi à monter un protocole d'une telle ampleur d'une telle importance aussi en termes de logistique la mise en place. Donc je suis tout à fait redevable aux équipes de l'INSERM qui ont fourni un travail absolument extraordinaire. Autre question, c'est quels sont les acteurs qui y travaillent et dans quel cadre? Alors, bon, le promoteur, c'est l'INSERM, c'est un essai académique promu par l'INSERM dont fait partie bien sûr ce fameux groupe Reacting qui est piloté en France par Yazdan Pana, qui est un consortium dédié aux maladies infectieuses émergentes, qui est un concept extrêmement intéressant, c'est la mobilisation en temps réel. Il s'agit aussi d'un consortium qui est européen, bien évidemment, ce qui fait que on va pouvoir démarrer en prenant exemple sur Discovery actuellement dans un certain nombre d'autres pays et pouvoir être les aider entre guillemets à se mettre en place, notamment la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Espagne et probablement le Royaume-Uni. Donc encore une fois, un promoteur INSERM, un essai académique institutionnel avec plein de partenaires qui sont extrêmement importants dans le processus. Alors j'enchaîne avec en quoi consiste l'essai clinique. En deux mots, et puis Bruno dira quelques mots sur les molécules après. Bruno, l'essai clinique, en fait, c'est un essai dit randomisé, c'est-à-dire que chaque patient qui est inclus dans l'essai va être randomisé au hasard, c'est-à-dire on va lui allouer un bras de traitement avec une randomisation informatique, électronique, hein, c'est-à-dire que le médecin ne choisit absolument pas le bras dans lequel le patient va recevoir le traitement. Et ça permet comme ça d'échantillonner l'essai et bien sûr de garder de la pertinence scientifique. Donc cet essai va proposer 4 traitements qui sont actuellement des candidats, des molécules ou des combinaisons qui sont des candidates et qui ont une activité sur le SARS coronavirus 2. Et on va inclure dans chaque bras de traitement un certain nombre de patients dont on va colliger exhaustivement toutes les caractéristiques de façon extrêmement précise au jour le jour et de façon à pouvoir bien sûr avoir un certain nombre de paramètres qui nous permettent de comparer l'efficacité, premier point,
très important, l'efficacité, sur des échelles cliniques, virologiques, sur des échelles scanographiques, enfin un certain nombre de paramètres qui sont ce qu'on appelle des objectifs primaires ou secondaires, et la tolérance, parce que c'est toujours associé à l'efficacité. L'efficacité d'un médicament doit toujours être associée à des données de tolérance. Bruno, est-ce que tu veux dire quelques mots sur les molécules en question? Oui, absolument. Donc, ces molécules, en fait, on a 4 bras qui vont correspondre aux traitements qui ont été proposés. Le premier, c'est le bras qu'on appelle Remdesivir. C'est un antiviral qui a été conçu initialement pour Ebola, mais qui a un spectre d'action qui est plus large que ce virus. On s'est rendu compte qu'il est capable d'interagir avec d'autres virus et de bloquer la réplication des coronavirus et notamment de ce coronavirus. On a des données donc de résultats in vitro qui sont très bons et les premiers résultats chez l'homme vont commencer à sortir et on voit que on espère beaucoup dans cette molécule. Le deuxième bras, c'est un bras qui correspond à un recyclage d'un médicament contre le VIH qui s'appelle le lopinavir-ritonavir. C'est une combinaison de 2 molécules qui agissent ensemble pour bloquer la réplication du virus. Et on s'est rendu compte aussi que ça marche dans le tube à essai. Il y a un premier essai qui a été déjà fait en Chine, mais on va voir, on en reparlera plus tard, que notre essai est complémentaire et il présente des avantages par rapport à ce qui a été fait en Chine. Le troisième groupe de patients, c'est la même molécule, lopinavir-ritonavir, plus de l'interféron alpha. Et c'est intéressant parce que, comme vous le savez, dans la maladie, il y a 2 phases. Il y a une phase virologique qui correspond au début de la maladie, ou pour lequel on pense que les antiviraux peuvent avoir un effet important. Et la deuxième phase, qui est une phase plutôt immunopathologique, c'est le syndrome inflammatoire qui prend le dessus et qui peut entraîner des altérations et des dégradations au niveau pulmonaire notamment. Et on espère que l'interféron alpha pourra interagir aussi et de façon à bloquer ce processus inflammatoire. Une petite précision, c'est de l'interféron bêta. Pardon, interféron bêta, excuse-moi. On est fatigué. On est de fait fatigué. C'est de l'interféron bêta. Et le dernier bras, le 4e bras, c'est le bras hydroxychloroquine. C'est un bras qui a été rajouté un petit peu à la demande à la fois de l'OMS et de l'État français pour qu'on puisse avoir des résultats fiables sur cette molécule aussi, de façon à ce qu'on sache exactement si ça a un intérêt ou si ça n'en a pas. Voilà pour faire les différentes molécules qui sont utilisées. Merci Bruno. Une autre question, c'est combien de patients est-ce que l'essai concerne? Alors en fait, il est question effectivement d'inclure un effectif d'au moins 800 patients en France, sur un effectif total en Europe escompté d'environ 3200 patients. Et on compte beaucoup sur la coopération interpays, bien sûr, pour atteindre ce chiffre assez rapidement. Sur quel périmètre éventuellement les patients sont concernés, c'est-à-dire quel type de patients on va inclure dans le protocole? Alors évidemment, initialement, ce protocole a été conçu pour que ce soit les services de maladies infectieuses et de réanimation qui incluent. Et l'idée, c'était de décloisonner complètement ces 2 structures et de faire un protocole qui nous permette d'inclure indifféremment en réanimation ou en maladies infectieuses. Justement, pour avoir de la souplesse par rapport au type d'inclusion et pouvoir, ce qu'on appelle stratifier, c'est-à-dire classer les malades par ordre de gravité. Et puis, on sait que l'épidémie progresse à grands pas, qu'un certain nombre d'unités Covid sont actuellement ouvertes dans les hôpitaux qui ne sont pas nécessairement des services de maladies infectieuses en propre. Donc, le périmètre actuel, c'est un pilotage par les services de maladies infectieuses et les réanimations de référence, et bien sûr, l'accessibilité au protocole des unités Covid qui sont dédiées à la prise en charge des patients atteints de cette maladie. Donc, on en est là. Après, dire un mot sur le fait qu'il s'agit d'un essai de recherche en temps réel et évolutif. Expliquer ce que cela signifie. Alors, le temps réel, c'est une notion qui effectivement maintenant est bien bien acté, qui est que nous faisons face à des vagues épidémiques régulières et qu'effectivement, il faut que l'on soit proactif par rapport à ces situations épidémiques, à ces bouffées épidémiques un peu classiques, et que nous soyons en capacité de mettre en place ce qu'on appelle de la recherche en temps réel, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'épidémie se développe,
et qu'elle progresse, on est en capacité de développer des essais et des stratégies, des essais cliniques et des stratégies thérapeutiques, qui testent des stratégies thérapeutiques, dont le but est de pouvoir sélectionner les meilleures molécules pour les mettre à disposition des patients le plus rapidement possible. L'idée, c'est que cette recherche doit être bien sûr pragmatique, parfaitement rationnelle, et qu'on doit garder la rigueur scientifique qui nous permet de discriminer parmi un certain nombre de molécules, les molécules qui allient la compétence d'être à la fois efficace et d'être bien tolérée. Et donc, c'est tout l'objet de ce qu'on appelle la recherche en temps réel actuellement, qui est un concept un peu nouveau. Et effectivement, adaptatif, qu'est-ce à dire? Ça veut dire tout simplement que cet essai a la capacité de s'adapter à la situation, dans la mesure où pour l'instant nous partons avec 5 bras, mais au fur et à mesure des résultats que nous allons accumuler, et c'est toute la force de cet essai, on a mobilisé énormément de moyens de façon à ce que nous puissions implémenter les résultats quasiment en temps réel, avec un recueil extrêmement exhaustif des données au jour le jour, qui sont basculées et analysées, qui nous permettent de savoir précisément où on en est. Précisément sur ces études, on va s'adapter, c'est-à-dire quand une molécule va démontrer une absence d'efficacité ou trop peu d'efficacité, on pourra arrêter ce bras et basculer potentiellement sur d'autres molécules candidates pour faire évoluer et accompagner le protocole vers des molécules candidates qui seraient des molécules d'intérêt. Donc, temps réel et adaptatif, deux notions extrêmement importantes. Après, je crois que Bruno devait nous parler des différents mécanismes des molécules testées dans le cadre de l'essai clinique. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, comme j'ai déjà commencé à vous le dire un petit peu, qu'on a une approche qui n'est pas tout à fait la même en fonction des bras, selon qu'on utilise uniquement un antiviral ou qu'on utilise un produit qui va cibler la cellule ou la réponse inflammatoire. Donc, on sait que finalement avec un essai qui va pouvoir couvrir des modes de traitement qui sont un petit peu différents et qui sont complémentaires. On espère pouvoir ici montrer des efficacités en sachant que, comme disait Florence, c'est très important de comprendre qu'on va faire de l'inclusion très très tôt dans la maladie parce que pour la composante antivirale, c'est important que cette inclusion se fasse au tout début de la maladie. Et je vais, par anticipation, répondre à une des à l'opinavir plus ritonavir. Il y a deux raisons pour cela. La première, c'est que le premier essai clinique qui a été fait en Chine, qui montre un résultat mitigé de l'intérêt de cette molécule, a été fait sur un effectif de patients qui était probablement pas suffisamment important pour pouvoir voir un effet. Et la deuxième chose, c'est que dans les inclusions de ces patients, beaucoup d'entre eux ont été inclus très tardivement, parfois au-delà du 10e jour de la maladie. Et on sait que dans ces conditions, la présence du virus est beaucoup moins importante qu'au tout début. Et si on veut espérer un effet antiviral de cette molécule, il faut qu'on le donne très tôt. Ça, c'est la première raison. Donc, on pense qu'on sera plus en capacité avec notre essai de montrer un effet potentiel de cette association lopinavir-ritonavir. La deuxième chose, c'est aussi que c'est un bras contrôle en parallèle avec le bras qui va contenir ritonavir, lopinavir-ritonavir plus interféron bêta, parce que ça va nous permettre de comprendre aussi si l'ajout de cet interféron bêta est un levier par rapport à la prise en charge de ces patients. Et comme je vous le disais, c'est aussi quelque chose qui sera durant la deuxième partie de la maladie. Donc, on voit qu'il est parfaitement pertinent et licite de maintenir ce bras parce que, premièrement, on n'est pas sûr qu'il ait été évalué, que sa capacité antivirale a été évaluée dans de bonnes conditions. On ajoute notre pierre à l'édifice. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on voit si l'ajout de l'interféron bêta après est un atout ou pas vis-à-vis de Kaletra. Merci Bruno. Alors, une autre question qui remonte et qui est fréquente, c'est quelles sont les caractéristiques des patients inclus dans l'essai et comment les hôpitaux qui participent à l'essai ont été choisis. En pratique, les patients qui sont éligibles à l'entrée dans l'essai sont des patients hospitalisés avec un certain nombre de critères qui sont prédéterminés et tout à fait balisés dans le protocole, qui sont d'avoir
des signes respiratoires, notamment ce qu'on appelle une pneumonie liée à la maladie, et ou d'avoir besoin d'un support en oxygène. Et donc, ça constitue pour nous des critères d'hospitalisation, c'est-à-dire déjà un certain niveau de gravité. Et c'est sur ces malades-là qu'on a l'intention d'être proactif avec ce protocole, parce que c'est ces malades-là qui ont besoin de traitement. A priori, les malades qui restent en ambulatoire à la maison, qui ont des petits symptômes mais qui se gèrent à la maison, ne sont pas éligibles à ce protocole dans la mesure où le protocole se passe exclusivement à l'hôpital. La sélection des hôpitaux, elle se fait en fonction, bien sûr, de la cartographie de l'épidémie. Actuellement, on suit la cartographie de l'épidémie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on privilégie bien sûr les centres qui ont la capacité, la force de frappe, les moyens, la logistique pour inclure dans les meilleures conditions et de façon à ce qu'on puisse implémenter les données en temps réel. Donc, il y a cette balance à trouver entre la façon dont se déploie actuellement l'épidémie sur le territoire national et la force de frappe de chaque centre potentiel, de façon à ce que nous puissions implémenter et obtenir des datas le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. À quel moment, par rapport au début des symptômes, les patients vont-ils recevoir les traitements? Eh bien, ça, c'est tout à fait dans la lignée de ce qu'a expliqué le professeur Lina, à savoir que c'est aussi une des forces de l'étude. Les patients sont admis à l'hôpital, ils ont les critères d'éligibilité pour l'étude, ils sont inclus. Et dès la randomisation, on connaît le bras dans lequel ils vont ils vont recevoir le traitement, ce qui nous permet de démarrer souvent le traitement dans des délais extrêmement rapides, ce qui pour nous est extrêmement important, compte tenu du fait que le délai de mise sous traitement semble être un facteur important dans cette maladie. Donc la question du BRCA Kaletra, on va pas la rediscuter parce que Monsieur Lina en a parlé. On passe à la question sur la chloroquine. Pourquoi avoir finalement rajouté la chloroquine dans l'essai clinique alors que cette molécule n'était pas testée initialement? Tout à fait vrai. Des données récentes nous ont été fournies. Notamment, il y a un papier chinois très important qui est paru dans le plus gros journal d'infectiologie américain en date du 9 mars, qui a implémenté un certain nombre de données, qui a apporté un certain nombre et un corpus d'arguments très intéressants pour la chloroquine, et par conséquent, et en cohérence avec le design de l'étude, dès qu'une molécule génère un buzz scientifique assez robuste, c'est tout à fait dans le registre, entre guillemets, et dans les attendus de l'étude, et dans le périmètre de l'étude, d'intégrer toute molécule candidate qui peut avoir un effet intéressant sur la maladie. Et par conséquent, il nous a semblé logique d'implémenter un bras supplémentaire dans l'essai Discovery. Alors Bruno, je crois que tu vas nous parler un petit peu de la différence entre chloroquine et hydroxychloroquine. Oui. Le truc, c'est d'arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de chloroquine ou d'hydroxychloroquine. Il faut bien comprendre que ce sont deux molécules qui se ressemblent beaucoup, mais qui en fait n'ont pas tout à fait, même si elles ont le même mode d'action, n'ont pas tout à fait le profil de sécurité d'utilisation. Effectivement, on parle dans ces médicaments d'un index thérapeutique. Alors, c'est quelque chose de compliqué, mais qui est facile à comprendre. C'est la différence de dose qui existe entre la dose thérapeutique et la dose toxique. Eh bien, quand vous utilisez la chloroquine, la dose que vous utilisez pour l'utiliser en schéma thérapeutique est très proche de la dose qui est connue pour être chez l'homme. Et pour l'hydroxychloroquine, c'est un petit peu différent. Justement, cette dose utilisée pour traiter l'homme est beaucoup plus basse que celle qui est la dose toxique. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi hydroxychloroquine. C'est le même mode d'action et ça va finalement avoir le même impact. Mais par contre, d'un point de vue sécurité du médicament, c'est beaucoup mieux que la chloroquine qui potentiellement donc est toxique. Ok. Une autre question qui revient assez fréquemment, c'est n'y a-t-il pas un emballement autour de cette molécule? Doit-on être prudent ou au contraire espérer que cette molécule soit la solution miracle? Alors, elle sera évaluée comme les autres et comparée comme les autres, c'est-à-dire que pour nous, on est un essai pragmatique qui a pour vocation de répondre à des questions avec des arguments scientifiques solides. Par conséquent, comme toutes les autres molécules qui sont à l'essai dans cette étude,
les résultats, les analyses seront extrêmement intéressantes et on verra ce qu'il en est. Question sur la durée de l'essai clinique. Quand ont commencé les premières inclusions? En pratique, les premières inclusions ont commencé hier, 22 mars. Première inclusion Bichat, quelques minutes après Lyon. Donc dans les services de maladies infectieuses, service de maladies infectieuses de Yazdan, Yazdan-Pana à Bichat et ici à Lyon. On est donc, ces deux centres sont ouverts. Actuellement, il y a 5 centres ouverts et nous allons bien sûr programmer dans les jours qui viennent des vagues d'inclusion successives pour bien sûr monter en puissance le plus rapidement possible. Quand espérez-vous avoir achevé le recrutement des 800 patients? Eh bien ça, bien sûr, au plus vite, avec toujours cette balance, comme je l'ai expliqué, entre la cartographie de l'épidémie et la performance des centres à faire remonter les informations quasiment en temps réel. Donc ça, c'est vraiment une donnée extrêmement importante sur laquelle on travaille ardemment. Et bien sûr, on parle de 800 patients au moins, mais il va y avoir des analyses intermédiaires qui vont permettre peut-être d'arrêter un certain nombre de bras, de rééquilibrer d'autres bras pour avoir de la puissance nécessaire pour arriver à des conclusions pertinentes. Donc pour l'instant, ce chiffre n'est pas complètement stable, mais il le sera au fil de l'étude et des équipes de biostatistiques travaillent beaucoup là-dessus. Pour les 3200 patients en Europe, bien sûr, ce sera calé sur le rythme des pays européens et la capacité des pays européens à mettre en route leurs essais respectifs. Et bien sûr, ça va apporter de la puissance en termes de résultats et ce sera très intéressant de pouvoir mettre en commun les résultats acquis dans les différents pays européens. La durée de l'essai clinique, alors effectivement, certaines personnes évoquent des résultats d'ici à 6 semaines. Dans le communiqué, on dit effectivement la première évaluation clinique, elle se passe au 15e jour. Mais il y a beaucoup de données qu'on va recueillir entre le premier jour et le 15e jour. Donc effectivement, le premier critère d'évaluation sur la clinique, il est à 15 jours. Et donc, effectivement, il faut d'abord prévoir une première vague d'inclusion de patients qui vont avoir 15 jours d'ancienneté pour commencer à avoir les premières données. Donc, c'est sûr que dans les semaines qui viennent, on commencera à avoir une vague de premiers résultats, mais il faut rester extrêmement prudent par rapport à tout ça et laisser les équipes travailler, bien sûr, qui colligent les résultats, qui analysent les résultats pour qu'on puisse, bien sûr, avoir des résultats les plus fiables possibles. Bruno, quand est-ce que le traitement pourra être élargi à l'ensemble des patients infectés? Alors, on espère pouvoir, sur la base des résultats positifs, parce que l'idée c'est qu'on élargisse les traitements qui marchent aux patients qui sont infectés. En pratique, lorsque l'essai clinique aura montré la supériorité d'un des bras, c'est-à-dire d'un des groupes traités par un de ces 4 schémas thérapeutiques, s'il présente un niveau d'élimination virale supérieur au bras contrôle et qu'il n'y a pas de toxicité, à ce moment-là, l'idée c'est de pouvoir proposer aux AMM et puis c'est-à-dire aux régulateurs et aussi bien en France qu'ailleurs en Europe ou dans le monde, d'utiliser le schéma thérapeutique pour la prise en charge des patients. Et vous savez que dans certaines circonstances, il peut y avoir comme ça une libération très rapide de nous principe thérapeutique parce que c'est un bénéfice collectif pour l'humanité et il y a déjà plusieurs molécules qui ont été comme ça testées pendant une très petite période de temps mais basculées en utilisation clinique rapide, que vraiment c'était un bénéfice, notamment lorsqu'on est dans une situation de carence thérapeutique comme on peut l'être actuellement vis-à-vis de ce coronavirus. Donc c'est difficile de le dire quand ce sera possible de le faire, on l'espère le possible, dès que les données d'analyse intermédiaire sont suffisamment robustes pour montrer une supériorité, et à ce moment-là, on élargira de façon le plus large possible l'utilisation de ces produits. Mais pour l'instant, c'est un petit peu trop. Et de fait, il y a une deuxième question qui a été posée aussi, qui est liée à ça, c'est est-ce que des médecins ont le droit de prescrire dès à présent ces différentes molécules? Il faut bien voir que certaines d'entre elles pas en accès libre. Quand on parle du remdesivir, c'est une molécule qui aujourd'hui est en phase 3. On ne l'a pas en accès immédiat. Les 3 autres molécules sont des molécules qui sont réutilisées,
potentiellement, effectivement, on pourrait les utiliser, mais c'est hors autorisation de mise sur le marché. Et je peux vous dire qu'actuellement, il y a le Haut Conseil de santé publique qui est en train de statuer sur la possibilité ou de ne pas utiliser ces molécules en dehors du contexte de l'essai clinique. Et il y a beaucoup de prudence qui doit exister autour de l'utilisation de ces produits. Ils n'ont pas été évalués, donc on ne sait pas leurs effets.